consécration de plusieurs années de labeur ou comment vous vous sentez? Bon, franchement, je me sens un peu ragaillardi par ce prix que je dédie vraiment pas à moi seul, mais à tous ceux qui se battent pour une Afrique meilleure, pour l'émergence des langues africaines, pour un système éducatif dans les langues africaines, et à tous ceux qui se battent vraiment pour les États-Unis d'Afrique, et à tous ceux qui se battent pour les langues africaines marginalisées aujourd'hui, 60 ans après les indépendances africaines. Ah, vous êtes dans un panafricaniste, hein, apparemment. Oui, je suis un panafricaniste convaincu, et je suis convaincu que pour que l'Afrique émerge, il faut les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve, mais c'est la solution à tous ces problèmes de déstabilisation des États africains. Ce n'est pas des vrais États. Nos États africains post-coloniaux, ce ne sont pas des États viables. Ils ont tous les attributs de l'État et de la souveraineté, mais en réalité, pour que l'Afrique émerge et s'en sorte, il faut aller vers des grands ensembles. Et ces ensembles-là, il faut les langues africaines. Ah oui, donc c'est une sorte de locomotive quelque part. Hein. On en parlera tout à l'heure dans cette émission, voilà, mais revenons. Félicitations déjà, monsieur Condé. Parlez-nous de l'ouvrage justement qui vous a valu ce prix, Introduction au Nko, une alternative pour l'Afrique. Bon, Introduction au Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. C'est un ouvrage qui présente l'alphabet Nko au monde francophone. Parce que beaucoup de personnes entendent parler de ce système d'écriture, mais quelles sont les réalités qui s'y collent? Donc tout le monde n'a pas cette information. Donc depuis le XXe siècle, des dizaines de systèmes d'écriture autochtones ont été inventés en Afrique pour diverses langues. Mais ils sont le plus souvent oubliés après la disparition de leurs fondateurs. L'Onko, système de transcription phonétique et phonologique des langues africaines, en Afrique occidentale, élaboré en 1949 par le scientifique africain Solomon Kanté, lui-même qui est né en 1922 et qui est décédé en 1987, est une écriture qui poursuit de nos jours son développement et son adaptation à la modernité. Donc l'ouvrage aborde non seulement les origines du Nko et le travail scientifique de son fondateur, mais présente les aspects thématiques sur l'organisation, sur la littérature, sur la linguistique, sur la technologie, sur la thérapie, sur la philosophie du mouvement culturel Nko qui est né à la suite de l'alphabet Nko. Donc l'ouvrage vraiment, c'est un ouvrage panafricain qui montre l'expérience de l'écriture Nko en Afrique de l'Ouest, une expérience qui peut profiter à toutes les langues africaines pour l'émergence de notre continent. D'accord. Oui, il y a cette nuance que un nombre de citoyens se font. L'Nko, est-ce une langue ou un caractère, un système d'écriture? L'Nko est un système d'écriture. C'est un alphabet qui est composé de 27 lettres. Les 27 lettres se répartissent en 7 voyelles, 19 consonnes et une diphtongue. Donc l'écriture Nko aussi possède des signes diacritiques pour noter les tons des langues africaines. Donc c'est un système d'écriture phonétique et phonologique. Sa performance dépasse même celle de l'alphabet phonétique international. Donc ça veut dire que c'est vraiment un système de transcription qui est à la portée de toutes les langues africaines. Donc c'est pour cela aujourd'hui en Guinée, nous avons des syllabaires pour la langue Soso, nous avons des syllabaires pour le Pulaar, nous avons des syllabaires pour le Maninka, des syllabaires pour le Kissi. Donc au Mali aussi, à part le Bambara, il y a des syllabaires pour le Soninké et pour le Fulfulde du Mali. Donc tout ça, il y a des expériences aussi sur le Hausa au Niger et au Nigeria par rapport à l'alphabet Nko, et même au Cameroun et au Kenya, puisque c'est un système d'écriture au-delà de son africanité. Révèle un caractère scientifique. Et c'est ce caractère scientifique qui intéresse même la linguistique. Donc, parce que Solomon Kanté, de par ses richesses, a ajouté un plus à l'humanité à travers l'étude des tons des langues africaines. Avant l'Nko, les tons étaient connus par les linguistes occidentaux, mais il n'y avait pas d'études sérieuses. Donc c'est Solomon Kanté qui a prouvé que les tons sont déterminants dans la grammaire
des langues africaines. Ok. Parce que la culture africaine, c'est une culture de l'oralité quelque part aussi. Effectivement, c'est une culture de l'oralité qu'on peut fixer à l'écrit. On peut prendre des exemples. Il y a des exemples qui montrent que l'alphabet Nko est un système d'écriture à ton. Je peux dire Bala. Bala, c'est le xylophone, le balafon, quoi, l'instrument de musique. Bala, c'est l'agouti, le porc-épic. Ça, c'est un exemple. Ouré, non, ouré, en soso. Donc, le fer et la patate. Ça, c'est... Ouré, effectivement. Ah, d'accord. Donc quand vous voyez ces deux mots, c'est le fer et la patate. Mais les deux mots-là sont vraiment phonétiquement proches, mais distincts. Donc, la non-distinction entre ces paires de mots à travers les alphabets français et les alphabets européens, c'est ce qui fait que les langues africaines ont du mal vraiment à s'épanouir à travers le système d'écriture européen. Ah oui. Donc, et l'avènement de l'alphabet Nko a permis de combler ces vides. On reviendra peut-être sur l'alphabet Nko qui est très riche, mais par rapport à l'œuvre qui vous a valu encore une fois ce prix, l'introduction Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. D'abord, en quelle année vous l'avez publié et quelle a été la maison d'édition qui l'a édité? L'œuvre a été publiée en 2017 lors de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, aux éditions Harmattan Guinée. Donc c'est un ouvrage de 240 pages donc, qui essaie de déplucher les réalités liées à l'historique de l'alphabet Nko, son évolution et son aspect actuel. Donc c'est un ouvrage publié aux éditions Harmattan Guinée. 2017 en 2019 ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans déjà. Et comment l'œuvre se comporte sur le marché, dans les librairies et dans les bibliothèques? Oui, c'est une œuvre quand même qui a été vendue. C'est une œuvre qui a été vendue beaucoup en Europe parce que on avait besoin d'une information endogène sur l'Nko. Il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu des thèses de doctorat d'Américains, de Français, de Russes sur l'Nko. Mais tous les ouvrages qui traitaient du Nko en leur majorité étaient écrits par des étrangers. Mais pas quelqu'un qui est à l'intérieur du Nko, qui vit à l'intérieur du Nko. Donc on a besoin, donc c'est ce qui a fait... la particularité en quelque sorte. La particularité du livre, parce que tous les ouvrages sur l'Nko, sur la scène internationale ont été rédigés par des étrangers. Donc on a voulu voir un point de vue endogène du Nko, et l'ouvrage vraiment reflète cela. Oui, vous avez aussi publié une autre œuvre, la sociologie générale ou les sciences sociales en Nko. Oui, moi-même je suis diplômé de sociologie de l'université de Conakry, 40e promotion de l'université de Conakry. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous disons que nous lançons un appel souvent à la jeunesse africaine, ceux qui ont fréquenté les universités, de traduire leurs connaissances dans les langues africaines. Et moi, en tant que sociologue, donc j'ai traduit vraiment la sociologie, les ouvrages des sciences sociales en Nko. Donc c'est une façon de contribuer aussi à la promotion du Nko et des langues africaines, mais en mettant ce que j'ai appris à l'école. D'accord. Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous participer à cette émission, bien évidemment, en nous envoyant leurs questions ou commentaires sur le 656 25 37 63. Je rappelle le numéro, le 656 25 37 63 pour participer à cette émission qui reçoit aujourd'hui comme invité Monsieur Nafadji Sori Kondé. Il est membre du réseau central de l'alphabet Nko, auteur de plusieurs œuvres sur les langues africaines, membre aussi du groupe de travail sur l'élaboration du matériel éducatif dans les langues africaines sous la tutelle de la Banque africaine de développement. Oui, par rapport à cet autre ouvrage, sociologie générale ou les sciences sociales en Nko, quelles sont les thématiques qui sont abordées concrètement dans le livre? Bon, l'ouvrage n'est pas une simple traduction des cours de sociologie générale dans les différentes universités de chez nous, mais quand j'ai appris l'Nko, j'ai appris aussi les traditions africaines, les sagesse, les philosophies africaines et les proverbes africains. Donc,
c'est un peu une étude comparative. Quand on dit, par exemple, que Platon a dit ceci, ou Victor Hugo a dit cela, donc je trouve l'équivalent au niveau d'un proverbe africain. Donc, c'est un livre aussi de revendication qui prouve qu'il y a des scientifiques dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont produit des scientifiques. Oui. Donc, je compare souvent l'idéologie des auteurs occidentaux vraiment sous le prisme de la tradition africaine. Et je me suis rendu compte que toutes les citations, et si vous comprenez, et toutes les idéologies de ces penseurs de la Grèce antique, jusqu'à l'Europe contemporaine, tous ces penseurs européens, les philosophes des Lumières, tout ce qu'ils ont dit. J'ai commencé par l'Antiquité, que ce soit Aristote ou Platon, ou que ce soit, si vous voulez, les penseurs du Moyen-Âge, penseurs du Moyen-Âge, la Renaissance, la philosophie des Lumières, jusqu'au 19e, 20e siècle. Et si vous comprenez. Donc moi, j'ai relevé aussi, j'ai étudié ça comparativement, j'ai étudié la sagesse populaire africaine et j'ai démontré que vraiment toutes les valeurs qui sont véhiculées par cette science occidentale existaient chez nous. Mais c'est en nous les intellectuels africains, à travers des grands penseurs africains, ou voire même des sagesses populaires anonymes. Et si vous comprenez, il y a eu des grands penseurs en Afrique. Il y a Ahmed Baba, le grand universitaire de Tombouctou pendant le Moyen-Âge. Et si vous comprenez, il y a Solomona Kanté de Guinée. Vous voyez, ou bien il y a même Elaz Tcherno Samba Mombe à Diallo du Fouta. Donc, qui ont fait des poésies et il y a des sagesses dedans que la jeunesse africaine ignore. Donc, quand vous lisez ces livres, vraiment, c'est une étude comparative. C'est pour prouver que tout ce qui est science sociale au niveau européen existe chez nous. Et c'est en nous vraiment, nous qui avons eu la chance aussi d'aller à l'université, c'est en nous de faire cette étude comparative, de mettre en exergue vraiment qu'on n'est pas Par exemple, aujourd'hui, notre société est recouverte de clichés. On dit c'est une société analphabète. Non, c'est une société intellectuelle. L'intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui sait lire et écrire, mais c'est un ensemble de connaissances pour résoudre les problèmes. C'est ça un intellectuel. C'est différent de quelqu'un qui est lettré ou bien illettré. Donc il y a beaucoup de personnes dans nos villages, on les qualifie d'analphabètes, mais en réalité, ils sont meilleurs par rapport à nos sortants de Sorbonne ou de Harvard. Évidemment. Donc c'est ce livre-là a essayé de vraiment mettre en exergue. À vous écouter, on a l'impression que ces cultures, ces sagesses ont souffert peut-être de canaux de communication. Bien sûr, d'écriture surtout. Oui. Parce que généralement la culture africaine est une culture d'oralité, comme je l'annonçais tantôt. L'écriture est venue un peu plus tard. Est-ce que ce n'est pas une perception? Même l'écriture, elle est née en Afrique. On l'a appris en Égypte. Oui, effectivement. Oui, ça, elle n'a pas été mise en valeur. Oui. Pour vous aujourd'hui, comment concilier justement le panafricanisme que vous revendiquez et nos langues africaines avec cette mosaïque, il faut le rappeler, de langues? Oui, il y a plus de 2000 langues en Afrique. 2000 langues. Dans l'Afrique, sur environ il y a 7000 langues parlées au monde, dans le monde. Donc, le chiffre, ça varie. Donc, il y a environ 2000 langues parlées en Afrique. Il y a l'Afrique occidentale, seule, 500 langues sont parlées. Mais, ce tableau-là, l'idée que l'Afrique, il ne faut pas considérer l'Afrique comme un damier linguistique, quoi, où on pense que mais les langues africaines ont toujours côtoyé. Et regardez tous ces grands empires. Même sur les réseaux sociaux, j'ai discuté de ça. Parce qu'il faut voir, c'est une question de paradigme, de connaissance. Et les langues africaines, il n'y avait avant la colonisation, les États africains n'avaient pas de langue officielle, mais il y avait des langues communes. Donc, quand vous prenez l'empire du Ghana, la langue commune de l'empire du Ghana était le Soninké. Mais est-ce que cela veut dire que le Bambara n'était pas parlé dans l'empire du Ghana? Ou le Peul n'était pas parlé? Ou le Songhai n'était pas parlé? Quand on dit que le Malinké était la langue commune de l'empire du Mali, est-ce que cela veut dire que le Peul n'était pas parlé? Ou le Soso ou le Djalonka n'était pas parlé? Donc ça veut dire qu'il faut que l'on change même de paradigme. Il n'y a jamais eu de problème, les langues africaines n'ont jamais posé de problème dans l'Afrique précoloniale. C'est après la colonisation et moins des indépendances où on pense que ces langues-là créent des problèmes. Donc, quand vous prenez l'Afrique,
pour concilier panafricanisme et langue africaine, on peut prendre, par exemple, la tendance aujourd'hui chez les panafricains, c'est de considérer le swahili comme étant la langue qui doit unifier le continent africain. C'est une langue qui est parlée au moins par 100 millions de personnes en Afrique. Et si vous comprenez. Donc, on peut aménager les langues à l'échelle africaine. Par exemple, à l'échelle africaine, on peut prendre une langue comme le swahili. Même si nous qui faisons la promotion de l'écriture Nko, nous voulons quand même que l'Nko soit choisi comme l'écriture panafricaine. Puisque c'est un alphabet, selon son fondateur, qui a été créé pour la transcription des langues africaines. Ça, c'est un. Maintenant, on peut choisir des langues régionales. Par exemple, si on choisit le swahili comme étant une langue africaine de grande dimension, on peut même enseigner dans les universités. Si les États africains sont sérieux, si l'Union africaine est vraiment sérieuse, on peut enseigner le swahili dans nos universités. Mais si vous prenez l'Afrique, que le swahili est parlé, je crois, aux Nations Unies après. Oui, bien sûr. Et bien sûr, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est l'Afrique qui importe pour nous. Maintenant, il y a d'autres langues africaines aujourd'hui qui sont très parlées. Si vous prenez une langue comme le Pulaar Fulfulde, c'est une langue qui est parlée par 40 millions de locuteurs. Et si vous comprenez, vous prenez une langue comme le Hausa, c'est une langue qui est parlée par plus de 40 millions de locuteurs. Vous prenez une langue comme le Lingala, plus de 40 millions de locuteurs. Donc vous prenez une langue telle que le Mandinkan, est-ce que vous comprenez, en Afrique de l'Ouest quoi. Donc vous verrez que c'est une langue qui est parlée par plus de 40 millions de locuteurs. Donc ça veut dire que si on fait, oui bien sûr, la langue nationale du Sénégal, une langue qui est parlée par à peu près 10 millions de locuteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez les langues africaines, on peut choisir une langue au niveau continental pour fédérer l'Afrique. On peut choisir des langues régionales au niveau sous-régional. Et aussi, on peut choisir des langues au niveau national. C'est-à-dire que l'aménagement linguistique est de telle sorte qu'on n'est pas confronté à une seule langue dans sa vie. Même quand on est à l'intérieur d'un pays. Et si vous comprenez. Donc, le multilinguisme doit être la règle. Donc maintenant, il y a les langues qui sont menacées de disparition. On peut même les enseigner pour ne pas qu'elles disparaissent, comme discipline seulement. Donc ça veut dire que si nous devons avoir une politique linguistique en Afrique, il y a une politique linguistique au niveau continental, au niveau sous-régional et aussi dans les territoires. Donc aucune langue ne sera abandonnée. Donc ça fait que et on n'est pas aussi forcément contre les langues étrangères. Parce qu'être en faveur des langues africaines, cela ne veut pas dire forcément contre les langues étrangères. Mais si l'Afrique veut être autonome, si l'Afrique veut construire une société de savoir, si l'Afrique veut réellement s'envoler de ses propres ailes, donc même si on doit faire du panafricanisme, ça doit aller avec... Cela doit s'adosser forcément, selon vous, aux langues africaines. Mais il y a un autre problème, monsieur Condé, à ce niveau. Très souvent, les langues étrangères que nous parlons, les recherches scientifiques et autres, se font dans ces langues-là. Selon vous, comment, justement, les langues africaines pourraient aider à la recherche scientifique qui est un levier pour le développement d'une société. Vous avez dit tout de suite que lors de la présentation que je suis membre du groupe de travail de l'ADA qui travaille sur l'élaboration des matériels éducatifs dans les langues africaines. Et nous avons fait une conférence l'année dernière à Abidjan où les représentants de toutes les langues africaines étaient présents. Donc je faisais partie de la délégation qui a représenté la Guinée. D'accord. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les lignes ont bougé. Il y a eu énormément de travaux sur les langues africaines. Est-ce que vous comprenez? Énormément de travaux sur les langues africaines. Donc on n'est plus au niveau des années 50 ou 60 où on devait se poser ces questions. Aujourd'hui, les langues africaines ont été enrichies. Et il y a vraiment eu du travail. Quand vous prenez l'Nko aujourd'hui, que ce soit l'électronique, le tableau de Mendeleev, la biotechnologie, la médecine moderne, même la physique quantique, les intégrales en mathématiques, les logarithmes. Aujourd'hui, on peut résoudre les équations dans les langues africaines. Donc il y a eu du travail. Ceux qui ont écrit aux langues africaines, même sans les États, ont continué de travailler. L'année dernière, il y a un Mauritanien qui vit à Dakar, donc qui a fait un ouvrage de mathématiques supérieures en Pulaar Fulfulde. Il y a eu la dédicace du livre là à Dakar. Donc aujourd'hui, il y a des ouvrages en Bambara, il y a des ouvrages... en tout cas, les langues africaines ne sont pas au même niveau. Il y a certaines langues qui sont en avance, comme le Swahili, le Hausa, le Lingala. Et
en Afrique de l'Ouest, l'UNCO, aujourd'hui, qui tient vraiment la tête du peloton de promotion. Donc, les langues qui ont réussi vraiment à transcrire la science, la technique et la technologie, les langues qui sont un peu en retard peuvent se servir de ça s'il y a la volonté politique, parce que il n'y aura jamais quand même d'émergence de l'Afrique sans les langues africaines. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des experts qui circulent chaque fois chez nous, les experts du FMI, de la Banque mondiale, et les institutions internationales. Tout ça, c'est beau. L'UNESCO, il y a tous ces experts. Mais tant que les Africains ne maîtriseront pas la science, la technique et la technologie dans leur langue, l'Afrique ne va pas décoller. Et regardez l'exemple de l'Asie. C'est ce que l'Asie a compris. L'Asie a été colonisée aussi comme l'Afrique. Mais quand vous voyez la Chine, par exemple. Et vous voyez le Japon. Donc, tous les pays du monde qui se sont développés, moi, j'ai toujours posé ça. J'ai mis quiconque au défi de me citer un seul pays au monde qui s'est développé sans sa langue. Donc, c'est seule l'Afrique subsaharienne veut, c'est cavalier, seul quoi. L'Afrique subsaharienne pense que c'est à travers les langues étrangères qu'elle va pouvoir se développer. C'est un leurre. Il peut y avoir des investissements, l'électrification, les infrastructures, mais le développement doit se faire au niveau d'un substrat culturel et linguistique. Donc, quand les gens se posent la question, pourquoi l'Afrique ne démarre pas, malgré toutes les potentialités naturelles dont on dispose. Parce que le développement doit se faire dans un cadre culturel et linguistique. Or, en Afrique, on refuse de tenir compte de ces cadres. On envoie des politiques, donc, agricoles et autres là, qui ne tiennent pas compte vraiment de nos cultures et de nos valeurs, et ça donne toujours des résultats mitigés, malgré les financements. Donc, il faut vraiment que ça soit le nationalisme et le panafricanisme, vraiment, il faut aller avec les langues africaines. Et il faut que les nouvelles générations aussi tiennent compte de ça. Parce que nous, on peut dire que nous sommes la troisième génération. Ceux qui ont donné l'indépendance à l'Afrique ont été formés par le blanc. Donc, forcément, on ne peut pas les en vouloir d'une certaine façon. Moi, souvent, les gens disent le président Sékou Touré n'a pas fait ceci, ou bien le président Modibo Keïta n'a pas fait cela. Il y a certains qui le disent. Et c'est vous comprenez. Donc, peut-être qu'on leur demande trop. Tous ceux qui ont donné l'indépendance en Afrique ont été formés par le blanc. Et or, le système éducatif colonial, surtout en Afrique francophone, c'était basé sur l'assimilation culturelle. Un enfant qui parle sa langue maternelle, on lui met un symbole au cou. Ouais. Donc, on a grandi avec ces clichés. Il y a un écrivain ivoirien, Bernard Dadier, qui est décédé récemment, qui a parlé de ce symbole. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a ce qui fait que, même nous, aujourd'hui, qui sommes un peu la troisième génération, parce que ceux qui ont été formés par les Blancs ont formé aussi d'autres Africains. Effectivement. Et la deuxième génération aussi nous a formés, nous qui sommes là. Mais toujours, c'est la chaîne de transmission des valeurs de l'éducation. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait rupture. Vraiment, il faut que on donne aux langues africaines vraiment leur vraie place. C'est pour cela, je crois que le 25 mai, qui sera la date anniversaire de création de l'OUA, et nous allons fêter ça à Conakry à travers un carnaval. Nous allons marcher de Amdala jusqu'au stade du 28 septembre. Il y a même une coalition des panafricains qui s'appelle l'Ankira en Soussou, c'est-à-dire la convergence, comme vous le voyez. C'est une convergence des panafricains, vraiment pour montrer que vraiment, parce que nous aussi qui sommes dans le panafricanisme, d'autres nous considèrent comme des rêveurs. Ah, c'est dépassé, on devait faire ça au moment des indépendances. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous comprenez que c'est dépassé, donc c'est trop tard, c'est utopique. Mais regardez comment l'Afrique, nous ne nous en sortons pas. Et regardez comment l'Afrique est déstabilisée aujourd'hui. Le Nigeria est déstabilisé, le Mali est déstabilisé, le Burkina est déstabilisé. Aujourd'hui, le Bénin et le Togo aujourd'hui sont déstabilisés. Le Cameroun est déstabilisé. Donc, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, on est en alerte sécuritaire. C'est la question qu'on peut se poser justement. Oui, vraiment. La question, M. Condé, c'est à ce niveau. Oui. Comment en tout cas, rattraper ce retard-là? Comment remonter la pente au regard de ce retard que nous avons accusé par rapport, par exemple, à l'implantation des langues africaines, à la valorisation justement de ces langues-là, qui pourrait être le socle même du développement de l'Afrique? Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, il y a eu beaucoup de travaux sur les langues africaines. Donc, ce qui reste vraiment, nous, c'est un plaidoyer. Vraiment, il faut que les gouvernements africains acceptent
d'introduire les langues nationales. Bon, il y a des avancées timides. Il y a des avancées timides. Bon, tout ça, on comprend, puisque nos pays ne sont pas des États souverains au sens du terme, même s'il y a tous les attributs de la souveraineté. Ce ne sont pas des États souverains au vrai sens du terme. Donc, il y a toujours la main noire du colon qui est là. Et si vous comprenez, donc, nos gouvernements vont toujours hésiter. Donc, c'est à nous maintenant, la jeunesse, d'aider ces gouvernements. Moi, je ne suis pas dans une posture d'attaque envers les gouvernements africains. Mais nous qui sommes la population, au niveau des sociétés civiles, au niveau des ONG, c'est à nous d'exercer une certaine pression sur nos ministères en charge de l'éducation, vraiment, et de revendiquer vraiment que nos enfants aussi aient la chance vraiment d'apprendre leur langue maternelle pour qu'ils soient des scientifiques. Nous, par exemple, au niveau du Nko, nous avons toutes les preuves. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont appris l'Nko, qui ont appris la langue nationale en Nko, qui tapent, qui ont appris l'informatique, qui ne parlent ni arabe, ni français, ni anglais. Aujourd'hui, qui maîtrisent l'informatique, qui font même, c'est-à-dire qui conçoivent même leurs applications. Donc nous, on a la preuve. Donc pour que vraiment, ça c'est au niveau d'une co. Oui, c'est un exemple. Ça, oui, par exemple, il faut toujours se baser sur des expériences qui ont réussi. Effectivement. Ouais. Quand les expériences ont réussi, on peut les étendre maintenant à d'autres entités. Ouais. Un enfant, je le disais, un enfant qui a appris sa langue maternelle, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Il y a mon fils fréquente une école primaire à Conakry. Leur professeur des sciences d'observation leur a posé la question, une fleur. Allez-y demander vos parents de dire le mot fleur dans votre langue maternelle. Donc, c'est vrai, il y avait des enfants dont les parents sont Soso, certains Maninka, certains. Donc, mais un simple concept comme la fleur, un seul enfant a pu envoyer ça. Ça a été mon garçon. Ah ouais? Oui, parce que son papa travaille dans les langues nationales. Bon, or, un concept aussi simple que la fleur en sciences d'observation. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une pédagogie déjà pour vous qui travaillez sur les langues? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour faciliter l'apprentissage, parce qu'on le sait, vous l'avez rappelé, nous sommes dans un système quand même vieux et très, n'est-ce pas, lourd, et qui fait qu'on est même complexé de parler nos langues. Est-ce qu'il y a une pédagogie, si toutefois les gouvernements africains? Il y a une pédagogie, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'expériences bilingues au Canada, en Suisse, en Belgique, et au Mali. Est-ce que vous comprenez? Au Sénégal, en Centrafrique. Il y a eu des expériences. L'enseignement bilingue, ça marche bien. Quand je dis bilingue, c'est pas le bilinguisme entre deux langues étrangères n'est pas un bilinguisme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? L'école maternelle, dans l'adjectif maternel même, l'école maternelle, c'est en langue maternelle. Il n'y a pas d'école maternelle chez nous. Hein. Est-ce que vous comprenez? On appelle l'école maternelle, mais l'école maternelle, c'est obligatoirement dans une langue maternelle, d'après l'UNICEF. Mais ici, notre école maternelle, on parle un enfant de 4 ans, on lui parle une autre langue qui est différente de la langue qu'il parle à la maison. Donc, ce n'est pas des écoles maternelles. Ça embrouille l'enfant. Donc, l'école maternelle, ça doit être en langue maternelle. L'école primaire aussi, on peut le faire en langue maternelle. Mais au fur et à mesure que le niveau augmente, on peut introduire une langue étrangère. On n'est pas fortement contre les langues étrangères. D'ailleurs, un enfant qui a appris sa langue maternelle, si son niveau est consolidé dans sa langue maternelle, il apprend vite et mieux et maîtrise mieux une langue étrangère qu'un enfant qui n'a pas eu la chance d'être enseigné dans sa langue maternelle. Donc l'objectif même, elle est pédagogique d'abord. Donc, à ce niveau, avant qu'on évolue, je voulais savoir, M. Condé, par rapport aux écoles maternelles, quel pourrait être, par exemple, le programme d'une école maternelle qui se tient dans une langue nationale. Une langue nationale, quelle pourrait être une langue maternelle, on va dire. Le programme. Oui, le programme, c'est le même programme, quelle que soit la langue. Vous savez, la science, que vous apprenez un programme en arabe, que vous l'apprenez en français, que vous l'apprenez en soso, que vous l'apprenez en kwele, que vous l'apprenez en maninka. Donc, c'est toujours le même contenu. Donc, on n'a pas besoin de chercher un autre programme. Les programmes préscolaires sont universels, c'est connu. Même en Chine, c'est le même programme. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous qui travaillons dans les langues, et même dans l'élaboration des matériels éducatifs en Afrique, quand je prends un livre de calcul écrit,
il est le même. Le même livre de calcul écrit en Guinée, c'est le même livre de calcul écrit aux États-Unis. C'est le même livre de calcul écrit au Canada. C'est le même livre de calcul écrit en Chine. Parce que nous, on a des exemples. Mais pourquoi, malgré tout ça, nous, on n'écrit pas des scientifiques? Parce que eux, la différence est que leur calcul écrit, c'est dans leur langue maternelle. Dans leur langue maternelle. Donc, on peut vraiment faire. Et aujourd'hui, il y a des linguistes, il y a des pédagogues, et il y a des spécialistes. S'il y a la volonté politique, on peut aller. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'alphabet Nko, du réseau central de l'alphabet Nko, on a traduit tout le programme du primaire guinéen aujourd'hui. Donc, on a traduit. Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il y a l'association aussi Agipel-N aujourd'hui qui est en train de traduire les programmes guinéens en Pulaar Fulfulde. Bon, mais au lieu que ça soit dans un cadre non formel comme ça, normalement tout cela doit se faire. Et c'est pour cela que nous, on a écrit au ministère en charge de l'éducation et à l'INRAP, à l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. On les a écrits pour une autorisation de traduction des programmes. Donc même le programme, les gens disent souvent que notre programme est mauvais. Notre programme, surtout en sciences, le programme en sciences sociales, on peut réviser. Mais le programme en sciences d'observation, les programmes en sciences pratiques, c'est les mêmes partout au monde. Mais la seule différence entre nous et les autres, eux, ils le font dans leur langue maternelle. Et quand on fait dans une langue maternelle, on devient savant. On est à la fois dans la pratique et dans la théorie. Dans la théorie. Alors que nous, on est plus dans la théorie. Oui, c'est pour cela un intellectuel. Quand quelqu'un a dit, quand tu vois un Africain, il dit qu'il est biologiste, il est diplômé de biologie dans une université, il n'est pas biologiste. C'est-à-dire qu'il maîtrise les concepts de la biologie. C'est la première étape de la science. Mais il n'est pas biologiste de façon pratique. Donc c'est pour cela que nous, dans nos pays francophones, nous sommes des intellectuels artificiels. C'est-à-dire quand on nous demande, nous maîtrisons les concepts, le vocabulaire de l'option qu'on a fait à l'université. Mais en réalité, pratiquement, on est nul. Ouais. Or, c'est de la pratique qu'on a besoin. Par rapport dans l'aspect universel des choses, pour un apprenant, par exemple, de l'école primaire, qui apprend dans sa langue, à quel moment on pourrait commencer à l'adapter, à faire cette adaptation avec les langues étrangères? Ça dépend. Dans certains pays, à partir de la 3e année, 4e année, c'est l'enfant qui a 10 ans déjà, on commence à introduire une première langue étrangère. Et puis un enfant peut être multilingue, polyglotte. Est-ce que vous comprenez? Ou il peut, sa langue maternelle peut être faite parce que parmi les recommandations de l'UNESCO, que jusqu'à 15 ans, on doit étudier dans sa langue maternelle. C'est des recommandations de l'UNESCO. Mais il n'y a pas risque de choc de culture. Non, il n'y a pas risque de choc de culture. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, quand la langue maternelle est consolidée, l'enfant a un élément de comparaison. C'est cet élément de comparaison qui lui permet d'acquérir mieux les langues étrangères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que ça aiguise la curiosité. Regardez un enfant qui grandit à Conakry. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont nés à Conakry qui parlent 3 ou 4 langues. Ou bien, il y en a beaucoup. Donc, un enfant d'ailleurs peut apprendre jusqu'à 8 langues à la fois. C'est l'adulte qui pense que ça va se mélanger dans sa tête. Non, le cerveau humain a été conçu pour ça. Est-ce que vous comprenez? L'enfant peut apprendre beaucoup de langues et regardez même chez nous, malgré que c'est des langues étrangères, nous, ceux qui sont musulmans, on fait d'abord l'école coranique, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils sont intelligents, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait l'école coranique, ils sont intelligents, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on n'a pas dit, il a étudié, il a appris le Coran, si ça ne s'est pas mélangé avec le français. Non? Il y a des gens ici qui parlent. Donc, tout ça, c'est des clichés, vraiment. Et nous devons vraiment faire violence sur nous, vraiment, et faire ça. Très bien. Et c'est pour cela, nous, aujourd'hui, vraiment, nous devons nous battre pour que la génération qui doit prendre la relève, vraiment, soit mieux outillée, vraiment et réceptif en matière de langue africaine. Très bien, 656 25 37 63 pour vos questions à notre invité Nafadi Sori Kondé, membre du réseau central de l'alphabet Nko, auteur de plusieurs œuvres sur les langues nationales africaines, membre également du groupe de travail sur l'élaboration du matériel éducatif dans les langues africaines sous la tutelle de la Banque africaine de développement. Bonjour Monsieur Kondé, je vous félicite pour votre engagement pour la promotion des langues africaines. Je voulais savoir, est-ce que l'ONCO peut être le support pour étudier d'autres langues nationales telles que le Kwele ou encore le Maninka en réalité? Est-ce que cela aussi n'est pas
une sorte de barrière pour les apprenants. L'onco aujourd'hui... Mohamed Traoré qui nous écrit de Lamagny. D'accord. Je vais dire à mon Traoré que vraiment l'onco est un système d'écriture phonétique et phonologique. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a un ouvrage aujourd'hui, comment apprendre la langue soso. C'est un ouvrage qui est écrit aujourd'hui en cours. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en Haute-Guinée, qui ne sont jamais venues en Basse-Guinée, qui parlent soso aujourd'hui à cause de ces livres-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus en Basse-Guinée, qui ont grandi en Haute-Guinée, mais c'est un ouvrage écrit en langue soso, mais transcrit en alphabet nko. Donc, ça veut dire que l'onko même rapproche les gens. On est en train de travailler aussi sur un dictionnaire bilingue Pulaar-Maninka. Vous savez, tous les dictionnaires bilingues africains, c'est avec d'autres langues étrangères. Tu vas entendre dictionnaire Wolof français, dictionnaire Bambara français, ou bien dictionnaire Pulaar français. Mais c'est-à-dire, tout ça, c'est une façon d'externaliser. Si, même quand dans notre mentalité, quelqu'un qui a fait l'extérieur, il est considéré, c'est tout ça. C'est-à-dire, il y a tout un cliché. Nous devons déconstruire beaucoup de choses mentalement et spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous, les promoteurs des langues africaines, surtout en Guinée, nous nous sommes donné la main. Donc, quand vous lisez le livre Mankakan ni Fulakan, c'est un livre qui a été écrit en 1998. Est-ce que vous comprenez? Qui a été en 1998, aujourd'hui en Peul. Donc c'est ce livre-là aujourd'hui, ça permet à un Malinké qui va aujourd'hui en pays Peul, vraiment, de communiquer avec les rudiments de la langue pulaar. Donc c'est de ça l'Afrique a besoin. D'ailleurs, ça renforce l'unité nationale. Souvent, nous qui faisons la promotion de l'alphabet nko, et nous faisons des activités avec l'écriture Adlam, nous faisons des activités avec l'écriture Kouri Sebeli. Quand eux aussi ils font des activités, ils nous invitent. Souvent, les autres qui ne sont pas dans notre monde nous disent « Ah mais vous êtes ensemble » parce que dans leur mentalité, ils pensent que les langues doivent s'opposer. Mais quand on apprend une langue africaine, on ne peut pas détester aussi notre langue africaine. C'est la question que j'allais poser. C'est ce qu'eux aussi n'ont pas compris. Par rapport à la cohabitation, puisqu'il y a des langues, par exemple, quand je prends chez nous la langue Toma, il y a l'écriture Toma, oui, et aujourd'hui, il y a même des personnes encore qui s'écrivent entre eux des lettres dans le pays Loma. Effectivement. Justement, comment et la civilisation, au passage, la civilisation Toma est une civilisation très brillante. C'est une civilisation qui avait son système d'écriture avant l'arrivée du blanc, qui avait sa monnaie. Ah, ok. Oui. Donc, c'est-à-dire, bon, normalement, c'est des choses qu'on doit enseigner dans nos écoles. C'est-à-dire, mais un enfant qui... C'est pour cela que j'ai dit que les programmes de sciences sociales doivent être valorisés. Mais un enfant qui apprend ça à l'école primaire pour montrer que ses grands-parents ont inventé la monnaie avant l'Europe, un système de crédit. Cet enfant, parce que le premier critère du développement, c'est l'indépendance et la confiance en soi. Est-ce que vous comprenez? Donc cet enfant va grandir en disant vraiment, mes grands-parents ont fait ceci. Avec cette fierté. Moi aussi, avec cette fierté. Mais c'est cette fierté qu'on a détruit chez l'enfant africain. Et on pense que le modèle doit toujours venir de l'étranger. Donc tout ça, il y a eu des modèles vraiment, quand vous prenez la charte du Fouta Djallon, la charte de création du Fouta théocratique. Quand vous voyez le parti Souria et Alfaya dans l'alternance du pouvoir au Fouta théocratique, ça rappelle, ça c'est avant les démocrates et les républicains aux États-Unis. Donc ils ont pu faire ça. Quand vous prenez la charte de Kouroukanfouga et à la création de l'Empire du Mali par Soundiata Keita en 1236, les valeurs qui sont dans la charte de Kouroukanfouga précèdent le Bill of Rights anglais de plus de 400 ans. Parce que le Bill of Rights anglais, c'est en 1688. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France, c'est en 1789. Mais la charte de Kouroukanfouga, c'est en 1236. Donc la charte de Kouroukanfouga précède la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en France de 5 siècles. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment changer de paradigme. Donner la fierté, c'est ce que l'Asie a fait à nos enfants, à travers l'enseignement de leur langue, et vous verrez que le pays va décoller. Ça, c'est très bien. Ouais. Alors, 656 25 37 63. Bonjour, Monsieur Condé. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les départements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement préuniversitaire pour pouvoir proposer des alternatives par rapport à l'introduction des langues nationales dans le système éducatif en Guinée? Ça, c'est Ibrahim Sako qui nous écrit de Kaloum. Oui, bien sûr.
Et vous avez rencontré, il n'y a même pas 2 semaines, nous avons rencontré le Premier ministre, le chef du gouvernement. Peut-être la RTZ a fait passer l'élément. Okay. Donc, nous, quand même, nous sommes toujours en rapport avec les différents ministres en charge du système éducatif. Nous avons été reçus aussi par le ministre Abdoulaye Robaldi. Et si vous comprenez. Nous-mêmes, ce que nous voulons, c'est la création d'une filière bilingue, langue nationale, langue étrangère. Vous savez, il y a une filière franco-arabe qui existe, n'est-ce pas? C'est une filière bilingue. Mais pourquoi pas une filière aussi, langue nationale française? Donc, nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit aux différents ministères en charge de l'éducation, vraiment de voir ça pour nous. Parce que quand on dit filière franco-arabe, c'est 2 langues étrangères. On peut créer une filière aussi bilingue entre la langue nationale et le français. Donc ça aussi, ça peut être une recette qui marche. D'ailleurs, nous sommes dans cette logique. Donc, actuellement, le réseau central de l'alphabet Nkou, nous sommes en train de travailler sur le matériel éducatif guinéen pour que cette filière-là puisse voir le jour. Et nous espérons que vraiment les différents ministères en charge de l'éducation vont nous faciliter la tâche. Et ils ont tous montré, parce que quand nous avons rencontré le ministre de l'enseignement supérieur, vraiment il nous a dit vraiment qu'il est favorable personnellement à l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Très bien, je rappelle aux auditeurs qu'il ne s'agit pas d'appeler, il s'agit d'envoyer des SMS sur le 656 25 37 63. Bonjour, c'est Madame Collier. Je voulais savoir, votre invité a parlé de l'introduction de les langues maternelles au niveau du pré-université, du pré. Il a voulu dire en tout cas du préscolaire. Comment faire le choix et qui sont ces personnes qui sont censées donner ces cours, puisque nous avons affaire à une société où les individus ne maîtrisent même pas leur langue nationale? Oui. C'est Madame une Collier, très intéressante. Très intéressante. C'est une question il faut introduire les langues nationales. Aujourd'hui, nous sommes. Il y a un problème du corps professoral, même du corps enseignant. Une société hybride. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur langue nationale, qui ne maîtrisent encore non pas le français. Bon, alors, c'est compliqué. Effectivement, vous savez, toute chose est une question de volonté politique et de moyens. Aujourd'hui, en Guinée, il y a des associations qui promouvent les langues nationales. Et il faut vous adresser à la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. Cette direction nationale sait où se trouvent les ressources humaines. Est-ce que vous comprenez? Les ressources humaines aujourd'hui existent dans toutes les langues. Quand vous parlez à l'IRLA, à l'Institut de recherche en linguistique appliquée, chaque langue nationale de la Guinée a son spécialiste. Quand vous parlez à la Direction nationale de l'alphabétisation, chaque langue nationale de la Guinée a son spécialiste. Donc il suffit de mettre les moyens, ceux qui enseignent les langues nationales, pour qu'on n'ait pas faire d'eux des fonctionnaires, comme les autres. Ça, c'est un chemin. Il y a ceux qui enseignent. C'est un facteur de motivation. Ouais. Donc maintenant, là où on fait les programmes, pourquoi n'est pas envoyé là-bas ceux qui travaillent dans les langues nationales, là où on conçoit les programmes de la Guinée. Donc, partout où il y a un département technique au niveau de l'éducation, envoyez là des personnes qui travaillent. Ils vont travailler sur les langues nationales et ils vont proposer vraiment un chrono, un schéma. Est-ce que vous comprenez? Heureusement, d'ailleurs, il y a l'élan aujourd'hui, école des langues nationales en Afrique. La francophonie aujourd'hui veut rattraper un peu le retard du monde francophone par rapport au monde anglophone. Puisque au monde anglophone, dans la plupart des pays, vraiment, les langues nationales sont enseignées avec l'anglais. Ça, ce n'est pas un problème. Dès à la base. Dès à la base. Oui, mais est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une question de paradigme. C'est dans le monde francophone où la mentalité bloque. Et regardez des pays comme le Kenya, la Tanzanie. En Tanzanie, on peut aller jusqu'à l'université en Swahili. Donc, ces pays-là sont en avance. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est... donc, aujourd'hui, avec le programme ELAN, École et langue nationale en Afrique, oui. Un programme appuyé aujourd'hui par la francophonie. Ce programme vise à introduire les langues nationales à travers une méthode pluribilingue. Ils appellent pluribilingue. Donc, on commence, que ce soit le calcul, la lecture, on commence par la langue maternelle de l'enfant. On l'enseigne jusqu'à la 3e année. Et à partir de la 3e année, on introduit le français. Je crois que la République de Guinée a accepté ça. L'expérience doit commencer dans la ville de Kindia, je crois à la rentrée scolaire prochaine. On va expérimenter d'abord. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle par le Soso. On va commencer par le Soso. D'abord,
faute de moyens d'abord, c'est ce que le ministère a dit. Déjà mais en bien. tout cas, vraiment, les gens quand même sont dans voilà. la posture. On a compris, parce que le monde aussi, les gens voyagent, on a compris que vraiment tous les le monde bouge. Le monde bouge. Rapidement, je pense qu'il y a un additif, je vais apporter un additif, parce que quand on va dans nos villages aussi, il y a des personnes qui parlent qui maîtrisent bien. On parle bien les langues. J'ai un exemple par rapport à ça. J'ai l'homonyme de ma femme qui vient d'arriver du village. C'est une petite fille, mais son vocabulaire est riche. Même Thomas, la langue Thomas qu'elle parle, ça donne lieu à une partie d'amusement, mais c'est pas la même chose. Oui, vraiment. Alors moi, je voulais quand même rebondir sur l'aspect sociologique, surtout par rapport aux réalités sociales aujourd'hui de notre pays, ces clivages ethniques. Oui. Est-ce que cela ne poserait pas un frein par rapport à l'acceptation justement d'une langue comme Nko par d'autres personnes qui ne sont pas... Tout en rappelant que Nko c'est un système d'écriture, effectivement. Nous devons communiquer. Alors, M. Kondi, puisque nous sommes pris par le temps, je vais rapidement relayer cet autre message de M. Lonkassia Koulibaly. Il dit quelles sont les évolutions du Nko à nos jours. C'est la question qui... Oui, l'Nko aujourd'hui, nous sommes sur Wikipédia. Nous travaillons sur la version Nko de Facebook. Aujourd'hui, nous travaillons avec Microsoft pour la traduction automatique. Et si vous comprenez, tout ça, les nouvelles technologies aujourd'hui sont une chance pour les langues africaines. Aujourd'hui, avec les applications, on peut apprendre les langues africaines. Le Pulaar, le Maninka, il y a des applications sur Android. Donc, même si on est un enfant de la diaspora, on ne connaît pas le pays d'aujourd'hui, on peut apprendre aujourd'hui les langues. Donc, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le digital, les tablettes, l'année dernière, il y a une entreprise du nom de Continental Soft qui a lancé les premières tablettes éducatives en cours. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup, même avec la vidéo, il y a des vidéos sur YouTube aujourd'hui pour apprendre les langues africaines. Donc ça veut dire que ce n'est plus le même modèle avant, le maître qui est au tableau noir avec la craie, les élèves, non, aujourd'hui. Ma question, comment faire adhérer maintenant, concernant les problèmes ethniques, la solution même aux problèmes ethniques, c'est les langues. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Nous, par exemple, j'ai dit une chose, on ne peut pas apprendre une langue africaine et détester une autre langue africaine. Est-ce que vous comprenez? Et quand je prends le cas, il y a des aménagements linguistiques. Quelqu'un qui est né, par exemple, et qui a grandi en Haute-Guinée, sa langue maternelle est le Maninka, n'est-ce pas? S'il est à l'école, il a appris le Maninka même au primaire. Mais au collège, on l'impose une seconde langue nationale de la Guinée. C'est un exemple que je donne. Il peut choisir soit le Pulaar, soit le Soussou, soit le Péré comme deuxième langue. Et la deuxième langue qu'il va choisir, il va maîtriser ça avant de finir le lycée, au collège. Et il va faire son bac dans ça. C'est bien coefficient. C'est toi qui sais en tant qu'élève si tu vas apprendre ta langue. Donc, il y a tellement de méthodes aujourd'hui pour pousser les uns et les autres donc à apprendre la langue des autres. Si tu dois passer un examen dans une langue autre, on te dit obligatoirement le baccalauréat. Tu dois faire le baccalauréat, c'est coefficient dans une autre langue qui n'est pas ta langue maternelle. Tu l'apprendras ou bien tu ne vas pas l'apprendre. C'est obligatoire. Donc, il y a tellement de méthodes vraiment pour amener les gens à s'intéresser. Et puis aussi, j'ai pris un exemple en offre. Moi, je suis sociologue. Je travaille avec les communautés rurales, les communautés rurales. Donc, je suis spécialiste en développement communautaire. Ouais. Il y a de nos amis qui devaient travailler avec certaines institutions, mais avec certaines communautés. Ils sont bien scientifiquement, mais comme ils ne parlaient pas la langue de cette communauté, ils ont perdu un emploi bien rémunéré. Tu peux travailler avec des communautés Peul. Toi, tu as appris, par exemple, Malinké seulement, tu ne parles pas Pulaar, tu es sociologue. Maintenant, arrivé au fou, comme on dit non, comme tu dois travailler avec les villageois, donc apprendre le Pulaar, on te récale. Tu es bien scientifiquement, tu as le diplôme, mais on te récale. C'est arrivé à beaucoup de spécialistes chez nous, même dans la sensibilisation. On dit, bon, pour sensibiliser en Basse-Guinée, il faut maîtriser par exemple le Soso. Maintenant, toi, tu as grandi en forêt là-bas, tu as étudié, tu n'as pas eu la chance d'apprendre le Soso à l'université là-bas, même comme une langue optionnelle, pour que tu te débrouilles dedans. Maintenant, tu vas perdre un emploi. Donc, nos universités même, vraiment, doivent, même ceux qui ne font pas les sciences sociales, doivent revoir les chances de leur... il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des emplois comme ça, parce qu'ils ne parlent pas la langue de la localité.
Or, ça veut dire que notre système éducatif vraiment doit s'adapter. Quand tu parles la langue de la localité, tu as la facilité de t'insérer facilement. De t'insérer dans et ce passer milieu. le message facilement. Et aussi, tu vas gagner un bon emploi. Te faire accepter, oui. Te faire accepter. Il y a beaucoup d'avantages. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. On aura d'autres opportunités d'échanger avec vous parce que c'est très très intéressant les thématiques que vous abordez par rapport à la promotion des langues nationales africaines. Alors, quel est le message aujourd'hui que vous avez à lancer aux citoyens qui vous écoutent? Le message que j'ai à lancer aux citoyens, c'est un message à double volet. D'accord. C'est l'éducation. Quand tu veux détruire un peuple, il faut détruire son système éducatif. Seule l'éducation pourra faire émerger l'Afrique. Une éducation donnée dans les langues nationales. Et les langues étrangères, on peut les apprendre toujours, mais de façon subsidiaire. Mais tous les pays qui sont développés à partir des langues nationales. Donc ça, c'est mon message. Et aussi, je lance un appel à tous les Africains de se donner la main. Parce que le problème de l'Afrique, la Guinée pense qu'elle va s'en sortir seule. Le Sénégal pense qu'elle va s'en sortir seule. Même nos dirigeants sont dans cette logique. La Côte d'Ivoire pense qu'elle va s'en sortir seule. Mais personne ne s'en sortira si les États africains ne se donnent pas la main. Donc il faut revenir à la vieille recette de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré. C'est pour cela que nous invitons vraiment, lors du carnaval du 25 mai, à partir de Amdalaï à 10h, nous allons marcher jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. Nous invitons tout le monde vraiment à venir commémorer les pères fondateurs du panafricanisme et aussi à soutenir vraiment les langues africaines le 25 mai 2019. Donc, très bien. C'est ça. Merci beaucoup, merci pour la disponibilité parce que c'est votre deuxième passage dans cette émission. Oui. Et en tout cas, nos portes vous sont ouvertes. Vous aurez l'opportunité, en tout cas, de passer dans cette émission de débat au Parlement qui a reçu comme invité, il faut le rappeler, Monsieur Nafadji Sori Kondé, membre du réseau central de l'Alphabet Nko, auteur de plusieurs œuvres sur les langues nationales africaines, membre également du groupe de travail sur l'élaboration du matériel éducatif dans les langues africaines sous la tutelle de la Banque africaine de développement BAD. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute de cette émission. Oui, merci aussi à tous ces auditeurs qui nous ont écrit. La question insolite, de la fleur. Qu'est-ce que vous avez dit à votre enfant? Ah, d'accord, oui. Quand il s'agit de dire le nom de la fleur. Bon, moi j'ai dit à mon enfant, il faut dire vraiment à ton institutrice, la fleur c'est Frétolo. Frétolo. Oui. Ça c'est en Maninka. Ça c'est en Maninka. Frétolo. Oui. Alors, pour Sidibé Kondé et les autres qui nous écoutent. Effectivement. Voilà, la fleur c'est Flétro. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci donc à ces auditeurs qui ont bien voulu nous envoyer leur message. Merci à Bintou Sidibé pour la conduite de cette émission qui a été co-animée ici par l'enfant de Koyama, Guy Lavogui, Zizé Pierre et moi-même Boubacar Koïla Diallo. Au revoir. Votre jeune radio qui fait déjà parler d'elle dans la cité, et parce que vous faites du bon boulot et les rubriques sont aussi appréciées. Et je pense que en travaillant mieux, vous allez donner une impulsion importante à cette radio parlementaire ou la radio des élus, au profit et au service de la Guinée et des Guinéens. Les activités de l'Assemblée sont suivies en temps réel. Et c'est une très bonne chose et c'est une grande première en République de Guinée. Ce n'est pas pour faire le jugement de qui que ce soit. Au moment où le président m'a nommé ministre des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime, sur proposition du Premier ministre, nous avons trouvé un ministère extrêmement en difficulté. La preuve est que notre pays était le seul au monde qui était inscrit sur la liste noire de l'Union européenne. C'était pas quelque chose d'agréable. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses qui se passaient dans ce ministère qui n'étaient pas du tout responsables. Alors notre combat a été donc de voir dans quelle mesure on pouvait renouer le contact avec nos partenaires de l'Union européenne et pour redynamiser ce secteur-là. C'est ce que nous avons essayé de faire grâce à l'appui du président de la République qui s'est personnellement impliqué dans ce débat et du gouvernement tout entier, parce que faut que je vous le dise, je bénéficie du soutien unanime de tous les membres du gouvernement. C'est vrai que nous sommes tributaires du droit romano-germanique,
Mais l'essence du droit, la mère du droit, c'est d'abord la coutume, c'est vrai. Mais ces gens qui ont voté ça savent que le